En RDC, l'élection présidentielle prévue au mois de décembre se tiendra finalement en avril 2018. D'ici là, Joseph Kabila conservera le pouvoir. Ce sont les principales conclusions du dialogue national conduit par l'émissaire de l'Union africaine. Des conclusions qui ont été entérinées par le récent sommet de Luanda, mais que réfutent le rassemblement de l'opposition et la société civile congolaise. Baloufou Bakupa Kainda, bonjour. Bonjour. Êtes-vous surpris par les conclusions de ce dialogue et du sommet de Luanda? Mais en fait, je suis surpris que les gens soient surpris. C'est-à-dire que le dialogue qui a eu lieu à Kinshasa est un dialogue interne à la majorité présidentielle, hein, avec les dissidents. Vous savez, chez nous, on change de lit politique au gré de déceptions intéressées. Donc, le décor est bien fixé. Ça se passe dans un camp militaire. Donc, c'est un dialogue interne. Et les conclusions de ce dialogue, nous pouvons les considérer comme une proposition. Une proposition, d'ailleurs, les tenants de cet accord disent qu'ils vont respecter la Constitution. Donc, la Constitution, c'est quoi? La Constitution, c'est les liens fondamentaux, les liens suprêmes entre le gouvernant et le peuple. La Constitution représente le peuple. Est-ce que ce dialogue a eu lieu avec le peuple? C'est un dialogue interne. Donc, il reste encore, je pense, du chemin à faire. Quant à Luanda, ça me fait penser à cette phrase de Patrice Lumumba dans sa dernière lettre, quelques jours avant son assassinat, où il disait « Ah, le Congo, notre pauvre peuple, dont l'indépendance est transformée en une cage d'où l'on nous regarde du dehors, tantôt avec une compassion bénévole, tantôt avec plaisir et joie. » Et je crois qu'à Luanda, certains ont bu du petit lait avec compassion bénévole, mépris, même du mépris. Parce que je pense qu'il y a autour de ça beaucoup de mépris. Les Congolais ont perdu du respect. Hein. Je pense qu'un Congo faible arrange beaucoup de gens dans cette région. Alors, félicité par ses pairs au sommet de Luanda, est-ce que Joseph Kabila peut encore entendre la proposition de l'opposition radicale qui souhaite la tenue d'un dialogue plus inclusif? Kabila est congolais. Et les voix qui s'élèvent à Kinshasa sont des voix congolaises. Voilà, c'est très simple. C'est pour dialoguer, pour des gens d'une même nation, d'un même peuple, il faut d'abord se respecter. Il faut d'abord considérer qu'il peut y avoir accords et désaccords. Et je dis, au centre de tout ça, entre les courants politiques, au centre de tout ça est le peuple. Le peuple, c'est la constitution. Et dans un pays en faillite, hein, dont le budget vient d'être annoncé à 4 milliards. Hein, donc si on ne parle pas de gouvernance, de développement, de bilan, hein, tout le reste rime à quoi? À la mangeoire. À la mangeoire, une fois de plus, on va se retrouver dans un camp militaire ou ailleurs pour se partager des petites places, de ce qui reste de miettes autour de la mangeoire nationale. Mais est-ce qu'il y a encore une chance pour la tenue de ce dialogue? Là me revient à l'esprit une interview du président Kabila en avril 2009 dans New York Times. J'étais à New York à l'époque et j'étais assez ahuri de lire cette interview. Et à un moment, il disait, on lui a demandé, est-ce que vous avez des gens pour vous aider à remettre le Congo sur le rail? Alors il a dit, ah non, j'ai pas les gens parce que je suis, voilà, on n'a pas pu former nos cadres et je suis obligé de faire avec les Mobutistes. Et je pense que Kabila s'est moboutisé. On sait qu'il n'y aura pas des élections. Et après, on peut s'asseoir. Hein. Mais comment penser qu'il y aura des élections en 2018 avec ceux qui n'ont pas pu le faire? En 2016. Ils avaient 5 ans. Ils avaient 5 ans, donc la confiance est rompue. Alors, vous évoquez Mobutu. Certains leaders de l'opposition disent de Kabila que c'est un Mobutu au petit pied. Alors, Mobutu aurait-il retrouvé grâce aux yeux des Congolais aujourd'hui, après la fin terrible qu'il a connue? Non, mais ce que je disais, c'est que, vous savez, il y a quelques années, ceux qui sont avec Kabila aujourd'hui étaient contre lui. C'est des Mobutistes. Alors, ils disaient, Kabila n'est pas congolais. Alors, je dis, non, c'est une faute de sémantique. Kabila n'a jamais été zaïrois. Hein. Donc, il n'a pas été imprégné par la culture moboutiste. Eh bien, maintenant, il est en plein dedans. Et je reviens à cette interview de New York Times, où il disait, bon, moi, je ne peux pas trouver 15 personnes pour m'aider parce qu'on n'a pas formé, mais il y a les moboutistes, et il disait, et il y a la corruption, la mauvaise gouvernance. Comment faire? Ben, il a fait avec les moboutistes. Donc, il a fait avec les moboutistes, et on revient
si on a bonne mémoire, au même discours qu'on entendait en 96, 97, les mêmes arguments fallacieux. On dit, presque on est dans, après moi, le chaos. Hein. On entend même dire, oui, si on ne fait pas ça, il y aura la guerre. Est-ce que les gens vont repartir, refaire, fomenter des rébellions par-ci, par-là? Non. Je pense que ce serait dramatique on soit dans une victoire posthume de Mobutu, une revanche du moboutisme. Je pense qu'il est grand temps que les Congolais sortent de cette cage, hein, de cette cage dans laquelle nous sommes et qu'on nous regarde avec mépris et condescendance, et qu'ils s'asseyent, se disent, il y a la Constitution. La Constitution, c'est le peuple. Mais alors justement, à propos de cette Constitution, tout le monde a en mémoire les efforts financiers déployés par les Nations Unies pour pacifier la RDC au lendemain de la crise de 97 et pour justement l'amener à se doter d'une Constitution reconnue et acceptée par toutes les parties prenantes au conflit. Alors tout ça pour ça aujourd'hui? Mais c'est assez incroyable parce que le président a été élu 2 fois sous cette Constitution, 2006, 2011. Il a prêté serment. Hein, je parle pas, je lui rappelle pas sa parole d'officier. Hein, je pense qu'il est assez conscient de ça. Il a prêté serment sur cette Constitution. Et entre 2011 et 2016, bon, il n'y a pas eu d'élection. Alors, qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce qu'on va faire cette transition avec les mêmes? Déjà, la confiance est rompue. Donc, c'est ça aussi, comment construire la confiance. Hein? Dans le pays des Balouba, on dit que si une bouteille d'huile est renversée, on ne peut plus remettre l'huile et la remplir à nouveau. Donc, il faut... Moi, je pense qu'il y a encore une possibilité congolaise de regarder vers le passé. Quand les gens comprennent mieux le passé, c'est qu'il y a encore le problème chez nous, c'est cette sorte d'ignorance, de médiocrité par rapport au passé. Si nos politiciens savaient regarder le passé, s'inspirer des erreurs du passé pour ne pas les reproduire. Et d'autant plus qu'on est dans un pays, je ne vais pas parler ici ni de mystère, ni de métaphore, mais nous avons un cadavre sans sépulture, qui est Lumumba, qui plane comme ça, comme si ces cadavres assombrissent l'horizon. Hein, on n'a rien fait, pour Lumumba. Donc, qu'est-ce qu'on compte faire déjà pour ces peuples? Hein, dans tout ce qu'on entend actuellement, on n'entend pas le peuple. On n'entend pas parler. Il faut voir dans quelles conditions naissent et meurent les Congolais. C'est terrible pour un pays qui a autant de potentialités. C'est un pays très pauvre. Baloufou, on connaît le rôle joué par l'Église congolaise dans le processus démocratique de la RDC. On se souvient notamment qu'en 1991, c'est Monseigneur Musango qui a présidé la conférence nationale. La conférence épiscopale a affirmé qu'elle était contre justement ce dialogue, et surtout contre ses conclusions, puisqu'elle ne respectait pas la conclusion, la Constitution. Que peut-elle faire de plus aujourd'hui, cette conférence épiscopale, pour sauver le Congo? Mais elle doit continuer à élever la voix. Mais il faut se considérer que pourquoi tout ça dérape? Parce qu'il y a un camp qui croit avoir l'argent et les armes. Donc là, de créer la peur. Je pense qu'il faut sortir de là. Hein. Comme disent mes camarades burkinabés, aussi long que soit la nuit, l'aube finit par arriver. Hein. Si les Burkinabés avaient écouté l'Union africaine, ils n'en seront pas là aujourd'hui. Donc, l'Église, la société, nos mamans, nos jeunes, ça fait partie... Oui, mais les jeunes aujourd'hui, les jeunes qui font partie des mouvements tels que la Loucha et je les félicite, Loucha et Philibi. Ils sont arrêtés. Ils sont arrêtés. Mais il n'y a que la répression dont se servira le pouvoir. Pour dialoguer, il faut considérer l'autre. On ne peut pas dialoguer en remplissant les prisons. On ne peut pas dialoguer en faisant de la répression. On ne peut pas dialoguer en commettant des dénis de justice. Pour dialoguer, il faut s'asseoir, respirer d'un bon coup, regarder l'autre en disant « l'autre, c'est moi ». Hein? Donc, je pense que c'est ça le gros problème de nos politiciens. D'une part, il y a cette médiocrité politique, cette avidité, cette course à l'argent. Parce qu'en fait, dans ce qu'on appelait le dialogue, personne n'est allé là-bas pour l'intérêt du peuple. Tout le monde est allé pour ses petites miettes autour de la mangeoire nationale. Mais
c'est même pas une question, c'est déjà même la réponse. Vous savez, ça devient ennuyant. C'est comme dans un film quand votre spectateur connaît la séquence suivante. C'est-à-dire, les films commencent à suivre les spectateurs. Ça devient ennuyant. On a besoin quelquefois des éclairs d'intelligence. Des éclairs d'intelligence de nos politiciens et de sortir du sophisme, sortir des arguments fallacieux pour pouvoir s'asseoir et dire est-ce qu'on peut construire ensemble? Alors, qu'est-ce qui se passera le 19 décembre, à la fin officielle du mandat de Joseph Kabila, si vous espérez que le dialogue est encore possible? Je pense que le dialogue est encore possible. Je pense qu'il faut revenir à la franchise du regard. Il n'y a pas des gens qui ont inventé le Congo. On ne peut pas dire, il y a une partie qui dit, moi j'ai créé le Congo, c'est ma petite plantation. Non, non, je pense, ça me rappelle un personnage d'un de mes films dans Juju Factory, l'écrivain qui raboue son éditeur et lui dit à l'éditeur, écoute, tu as une chance, tu peux devenir gardien de plantation ou politicien congolais. Et l'éditeur raboué sort dans la rue en chantant politicien congolais, et il rêve de remplir des prisons et de s'entourer de belles filles. Donc il faut qu'on sorte de là, de cette image désagréable des politiciens congolais. Il y a dans ce pays des hommes et des femmes intelligents qui aiment leur pays. Qui aiment leur pays, qui sont prêts à les construire. Donc on ne peut pas continuer comme ça, depuis 56 ans, depuis l'indépendance, à voir ces peuples souffrir et manquer du minimum. La misère qu'il y a au Congo est terrible. C'est incroyable de voir ce qui se passe aujourd'hui, de voir la paupérisation de tout un peuple, alors qu'on a des politiciens qui se tirent dessus, voilà. Donc je pense que les politiciens ne prennent pas encore l'ampleur du ras-le-bol du peuple. Ce n'est pas un camp contre l'autre, c'est le peuple qui est propriétaire de cette constitution, qui dit « y en a marre ». Y en a marre. Donc, les jeunes, Filimbi, Loucha, que je salue, doivent savoir, parce qu'on a l'habitude d'entendre en Afrique dire les jeunes, c'est l'avenir de demain. Déjà, c'est une fausse phrase. Si l'avenir, c'est déjà ce qui est à venir, il n'y a pas d'avenir de demain. L'avenir, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Donc ces jeunes disent ceci, nous voulons que l'avenir soit aujourd'hui. Ils ont des choses à donner, ils aiment leur pays, ils veulent que leur pays se développe et se construise. Et une société qui peut construire en démocratisant est une société d'avenir. Balfou, merci. Merci beaucoup.